Donc mon but, c'est un peu de prolonger ces témoignages. Donc moi, je viens du Muséum national d'histoire naturelle et j'ai participé à la mise en place du dispositif Viginature qui s'appuie beaucoup sur ces observateurs participatifs et à travers lequel on a eu toutes ces expériences extrêmement enrichissantes de retours et d'échanges avec les participants. Alors beaucoup plus à distance et distribués parce qu'on a des projets plutôt nationaux et sur des plateformes numériques, mais qui finalement, dont la nature est assez proche de ce qu'on vient de voir. Donc aujourd'hui, je travaille dans une unité de service Mosaïque, dont je vous dirai quelques mots à la fin. Et donc le but de ma présentation, c'est de vous montrer quelques exemples de projets qu'on a accompagnés récemment, qui vous montrent un peu les champs qu'on peut explorer avec ces méthodes de mobilisation et de production de données. Et donc le vrai titre, c'est pas autour du big data, c'est vraiment ces données de qualité, comme on vient de voir. On ne cherche pas forcément le grand nombre, mais à produire des données de qualité dont on connaît un peu le processus et qui vont s'appuyer sur finalement tout ce que chacun peut apporter à cette contribution de données. Donc je vais beaucoup m'appuyer sur des exemples et commencer par Mission Hérisson, un projet qui a été mis en ligne par la LPO en 2020 et qu'on a accompagné. Alors c'est un projet qui vise à comprendre un petit peu la distribution de cet animal et comment il fait face à la fois à l'urbanisation, au réchauffement climatique et puis à toutes sortes de pressions, et qui va s'appuyer sur des observateurs principalement dans leur jardin, et qui vont surveiller, documenter la présence de ces hérissons ou l'absence de ces hérissons avec un dispositif très instrumenté, puisqu'il s'agit de mettre en place un tunnel à empreinte. Donc c'est qu'on peut acheter à la LPO ou fabriquer soi-même. Et donc ça consiste à un tunnel dans lequel on va placer des croquettes pour chats au milieu pour attirer les animaux, des tampons encreurs qu'on fabrique soi-même avec de l'huile et du charbon de bois, et puis 2 feuilles A4 qui vont permettre de recueillir l'histoire de ce qui s'est passé dans son jardin pendant la nuit. Donc on installe ce tunnel dans des lieux de passage présumés, et puis pendant 5 jours consécutifs, tous les soirs et tous les matins, on va venir poser et relever voilà, et qui vont nous raconter une histoire littéralement à l'encre de Chine, presque, de ce qui s'est passé pendant la nuit dans ce tunnel. Et donc le but, c'est d'interpréter quelles espèces ont pu passer. Donc on reconnaît assez vite les empreintes de hérissons, hein, ces petites formes presque d'une main humaine avec quatre doigts. Puis vous pouvez voir ici, il y a des petites choses plus légères qui sont une souris ou un campagnol ou un mulot, un micro-mammifère. Donc on identifie ça et on propose ces identifications à la communauté. Il n'y a pas d'experts des empreintes de hérissons. Donc c'est les participants qui très vite vont devenir les experts et les référents de l'identification sur empreinte. Et on a mis en place un système en fait qui était déjà en place dans d'autres dispositifs de validation par les pairs. C'est-à-dire qu'on considère qu'une empreinte est réputée valide si 3 autres personnes ont validé cette identification. Alors ici, un des jeux, c'est qu'on peut repérer une espèce ou une trace que n'a pas vue celui qui a déposé. Donc il y a tout un jeu aussi où on peut amener une nouvelle donnée. On peut faire des suggestions. Ici, dans un autre dispositif qui est assez proche, qui est conceptuellement, enfin sur la forme, mais qui est un peu plus complexe, parce que c'est les insectes pollinisateurs. On n'est plus dans la dizaine de bestioles qui peuvent aller dans les tunnels, mais les milliers d'insectes pollinisateurs qu'on peut trouver sur les fleurs. Mais c'est le même principe, où les experts, finalement, c'est nos participants qui identifient des insectes sur photo. En tout cas, on devient rapidement assez expert. Et se crée aussi en ligne toute une communauté qui vont échanger sur ces participations. Et puis on va du coup organiser un petit peu ce réseau social, notamment un système de notification qui dit combien il y a eu de commentaires, de suggestions, de validations sur les données qu'on
qu'on a déposé. Alors on revient au hérisson. C'est un projet qui a été lancé juillet 2020, donc on est juste post-confinement. Pas une période idéale pour communiquer. Malgré tout, alors c'est la LPO, donc ça, ils ont ces fameux community managers, c'est un peu une forme de métier, et ils ont su vraiment attirer une grande nombre de participants, hein, presque un millier dès la première année. Là, c'est au bout de 2 ans, 2044 jardins suivis, 4000 sessions de 5 jours. Et donc, vous devinez aussi qu'on n'a pas de super participants ici. Chacun contribue, mais si on faisait une courbe de Pareto, on serait probablement 40% des meilleurs participants font 60% des données. On n'est pas dans les participants extrêmes, et pour cause. Chacun contribue et va amener sa petite pierre, comme on dit, l'expression consacrée. Alors beaucoup de hérissons parmi les empreintes, puis aussi du chat, des micro-mammifères. Donc ça, c'est vraiment très descriptif, c'est juste pour vous montrer un petit peu la puissance que peut atteindre ce type d'observation, hein, malgré cette instrumentation. Une donnée, c'est 1 heure de préparation, enfin au moins la première fois, de construire ou d'installer son dispositif, et puis ensuite, une fois qu'on l'a fait, ça va un peu plus vite. Donc, bien distribué. Ici, c'est la phénologie, donc l'activité saisonnière des hérissons. Donc, un des points de ce dispositif, c'est que quand on n'a pas de traces, on enregistre quand même sa participation. Et donc, on peut très facilement parler de fréquence d'activité. Donc, on voit bien que c'est une espèce qui rentre dans une phase de léthargie en hiver. Mais pas tout à fait. Il y a une interaction, du coup, qui est vraiment intéressante entre l'endroit, la géographie, l'urbanisation et la météo sur cette phase d'activité. Peut-être aussi, alors c'est un peu plus mystérieux ce qui se passe en été, ce qui est une fuite des jardins ou une autre forme d'activité qui est liée à la saison, ça on verra. Puis là, c'est une autre petite analyse, donc c'était avec un focus sur l'Île-de-France, où paradoxalement, la fréquence d'occurrence des hérissons sont plus fortes en Île-de-France qu'en dehors. Donc ça, c'est exploré avec ce qu'on retrouve assez bien aussi, c'est que le milieu urbain, finalement, c'est le milieu des hérissons aujourd'hui. Voilà, où il est un peu plus fréquent, mais que les paysages agricoles d'Île-de-France, en tout cas quand on est un jardin au milieu des paysages agricoles, ont quand même pas mal de hérissons. Alors, à travers cet exemple, je voulais vous montrer un peu ce qu'on a appelé sciences participatives 2.0, c'est par rapport au Web 2.0, quand les sciences participatives deviennent sociales, c'est-à-dire quand tous ces échanges autour des données sont organisés et maximisés, et finalement des fonctionnalités qui sont liées à ça, qui sont que les données doivent être visibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de protection, mais c'est surtout derrière qu'elles servent de tutoriel finalement aux futurs participants. Donc ça, c'est un point important, et on a beau remplir nos sites de tutoriels, d'écriture, de comment faire, etc. Finalement, la plupart, ils sont un peu comme nous, ils regardent ce que font les autres et ils font pareil. Donc, alors ça, c'est un point important, qu'on puisse commenter, et puis quelque chose auquel on tient, c'est de laisser l'auteur responsable un petit peu de sa donnée. C'est-à-dire que la donnée n'est pas abandonnée à la recherche, elle n'est pas collectée, puis ensuite on s'en va. On a la responsabilité de suivre ce qui devient, et donc d'être capable de la modifier. Et donc, exceptionnellement, on peut avoir des droits d'écriture sur des données qui sont là et qui ne sont pas modifiées, mais la recommandation, c'est vraiment que ce soit l'auteur qui ait le dernier mot un peu sur sa donnée. Voilà, et tout ça a plein de vertus. Et donc, on en a vu un aperçu dans la présentation précédente, sur cet effet sentiment d'appartenance, qui est une des motivations fortes. C'est-à-dire, on va apprendre plein de trucs avec ces hérissons, mais il y a cette deuxième motivation qui va en rentrer dans une communauté. Donc, cette communauté, elle va participer à ce sentiment d'apprentissage, mais c'est aussi un puissant contrôle qualité. L'expérience, c'est que les participants, ils sont souvent plus exigeants que nous sur ce que doit être une donnée de qualité. Et ils vont mettre en place, finalement, leurs propres règles
de délibération sur ce qu'est une donnée de qualité, comment elle doit être présentée, comment elle doit être collectée, etc. Et donc on a un contrôle qualité, voire un contrôle social, c'est-à-dire que si on sort de la norme, on se fait vite rappeler à l'ordre, d'abord gentiment, puis un peu plus méchamment ensuite, parce que finalement on affecte le bien commun qui est cette base de données. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle en quelque sorte, d'avoir tous ces mécanismes qui se mettent en place. Et tout ça ne va pas de soi. Hein, c'est finalement pas totalement comme ça qu'on a appris, jeunes chercheurs, à produire des données. On nous a expliqué que les données devaient être indépendantes les unes des autres, et là, délibérément, on laisse les participants s'imiter, s'inspirer les uns des autres, et on voit que ça a des conséquences, on voit qu'il y a des évolutions dans la manière de saisir des données qu'il faut traiter, parce que c'est des biais, mais qui conduisent aussi à une homogénéisation de la manière dont les données sont collectées. Ça, c'est une autre propriété qu'on cherche, que la base de données soit relativement homogène. Voilà, on conseille, recommande de ne laisser une forme d'apprentissage, parce que c'est un puissant moteur aussi de participation, ce qu'on va apprendre. Donc si on apprend tout au début, puis ensuite on les laisse participer, c'est pas quelque chose qui est voilà, c'est pas facile. Et aussi de faire confiance aux individus, aux participants et à la communauté dans ce rôle d'expertise, même si les experts sont présents et visibles. Les fonctionnalités d'experts sont un peu les mêmes que les fonctionnalités de participants en termes de commentaires, de suggestions, de validation. En tout cas, c'est nos recommandations. Alors, je vais passer à deux exemples plus récents et un peu différents dans le domaine des domaines scientifiques. Histoire de nature, c'est un projet qui a été mis en place et construit entre Muséum de Paris et Muséum de Berlin, et qui vient de l'idée, l'intuition que on est de temps en temps, en lisant, en regardant dans les archives personnelles et les souvenirs de vacances, qu'on est surpris de ce que nous racontent ces documents sur ce qu'était la nature. Et donc l'idée, c'est un peu de mettre en collection ces documents du passé et raconter cette surprise et sur ce qu'elle nous dit finalement de ce qu'on a oublié, cette fameuse amnésie environnementale, le fait qu'on n'a plus les références sur ce qu'était la nature dans le passé, et de mettre ça en collection et sur ce qu'elle nous dit du présent. Alors ces objets, ils peuvent être extrêmement diversifiés, ça peut être des objets des archives personnelles, comme j'ai dit, ça peut être des choses qui viennent du domaine de la culture, mais qui ont cette propriété de nous surprendre. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place ce projet multilingue, trilingue. Alors vous voyez que c'est un projet aussi interculturel et qu'on a dû négocier entre partenaires français et allemands et qu'on n'arrive pas forcément toujours à une identité de projet. Dans les titres même, on voit que ce n'est pas tout à fait la même connotation qui est derrière, entre histoire de nature et la nature des choses, ou changing natures, qui est le compromis qu'on a trouvé. Voilà. Alors, un exemple de participation, là c'est une carte postale de l'ex-Allemagne de l'Est, un peu à la frontière entre les deux Allemagnes dans le sud, enfin à l'époque, dans les années 60. Et associé à ça, alors ça c'est assez classique dans ce type de projet, mais ce n'est pas vraiment la cible, une photo actuellement, alors ce ne sont pas des mélèzes, c'est des épicéas, et les épicéas là-bas, comme un peu partout en plaine en Europe, ils sont comme ça aujourd'hui. Et donc on a cette histoire qui est racontée, donc ça c'est le formulaire, donc on a une étiquette qui correspond un peu aux métadonnées, et puis une ligne de date et de lieu qui raconte un petit peu tout ce qui est associé à ce document, et puis une histoire. Et donc on utilise DeepL, qui va traduire instantanément tous les textes qui sont rédigés en 3 langues, et c'est assez sympa de pouvoir lire dans sa propre langue des choses qui ont été écrites dans une autre, et même de dialoguer, puisqu'on a toutes ces fonctionnalités aussi de commentaires qui sont possibles. Et donc un des buts, c'est vraiment de développer toute la partie conservation participative de cette un peu comme on a eu dans l'exemple des sceaux. C'est-à-dire que les participants
vont au-delà de simplement déposer des données, mais aussi contribuent à ça. Dernier exemple, j'espère que je ne suis pas trop hors des clous, c'était sur, alors là on change encore complètement de thématique, sur comment, alors bon, là, il se trouve qu'on est dans une fac, une université plurifacultaire, donc il y a une fac de médecine et qui nous ouvre la porte à ces champs. Voilà, comment finalement franchir ce champ et exporter ces méthodes de production de données au domaine de la santé avec un obstacle qui est la donnée sensible. Hein, dès qu'on est dans une donnée de santé, on est dans la donnée sensible, et donc partager la donnée sensible, c'est niet, pas possible, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est dommage parce que en refusant de partager ces données, on renvoie souvent ces personnes concernées sur des forums. On adore échanger. On détourne finalement toute cette envie de partager des choses entre nous voilà, qui est très bien exploitée par les réseaux sociaux. Donc c'est dommage parce que finalement ces forums ils ne sont pas sécurisés et ces forums ils produisent plein de données qui échappent ou qui sont peu structurées pour la recherche. Donc notre proposition technique, méthodologique, c'est d'arriver à séparer structurellement ces données, c'est-à-dire garder les données personnelles dans un serveur sécurisé et puis renvoyer les données partagées sur un réseau social privé où on n'accède que par un identifiant, un mot de passe, de telle sorte à ce que il n'y ait pratiquement pas de données personnelles, au sens de la CNIL, dans ces données échangées. Et ça, c'est assez chouette comme concept, parce que ça permet de créer un réseau un peu protégé structurellement. Si on rentre dedans, on ne peut pas faire grand-chose, par accident, et donc permettre d'échanger des données. La CNIL, oralement, nous a dit que ça devrait tenir la route. On va voir si ça passe. Donc on a un premier cas d'usage qu'on est en train de mettre en place autour. Alors il est vraiment très ambitieux parce que on travaille sur le diabète au Mali avec une asso qui un peu gère et relaie soutient tout le corps professionnel médical malien auprès de ces malades, et en particulier ces jeunes qui ont un diabète de type 1, donc qui vivent avec, qui l'ont depuis le plus jeune âge. Et donc notre idée, c'est de comment on peut développer une communauté de pratique avec ces jeunes autour de la relation entre ce qu'ils mangent, ce qu'ils font et les symptômes, l'état général. Alors pas les problèmes aigus de santé, mais plutôt le vivre avec son diabète, parce que c'est ça qu'ils doivent apprendre et découvrir. Et basé sur des ressorts qui sont que chaque journée est une forme d'expérience où on va avoir cette relation et qu'on peut avoir envie de garder en mémoire de temps en temps ce qu'on a fait. Alors pas tout le temps, voilà, pas forcément sur l'injonction du professionnel de santé qui nous suit, qui nous dit qu'il faut remplir ce formulaire, sinon ça va, voilà, mais plutôt pour soi, et puis des données qu'on puisse aussi partager, parce que ce qu'on a pu enregistrer, ça peut être quelque chose qu'on peut partager avec d'autres membres de la communauté, d'autres jeunes diabétiques, pour apprendre autour de ça, et éventuellement poser des questions, etc. Toujours la community manager essentielle, qui est la personne, la malienne qui est en charge de la maison du diabète, et donc qui fait déjà ce job de médiation, et qui a construit ce projet, qui est en train de construire ce projet avec nous. Voilà. Et donc un des points clés, c'est que c'est pas un outil de suivi de santé, c'est vraiment un outil de participatif autour de cette relation alimentation-diabète. S'il y a des problèmes de santé, ils se traitent en dehors de la plateforme. Il ne faut pas que ça devienne l'endroit de suivi, sinon on change de projet. Et donc on s'inspire un peu finalement d'Instagram, pour ne pas le nommer, comme la manière dont on partage de la donnée, qui est très utilisée par ça.
C'est-à-dire qu'une donnée, c'est une photo catégorisée, annotée, qui peut être ce que je mange, qui peut être mon activité physique, qui peut être ma glycémie, qui peut être voilà, et qui peut être partagée comme ça, ou qui peut être rangée dans ma journée, que je veux garder en mémoire, et qui peut être associée à une question qui est suivie par des gens enfin des participants qui suivent ces questions. Alors, il y a des questions qu'on ne pose pas à tout le monde, il y a des questions qui sont réservées à certaines parties, des questions entre garçons, des questions entre filles, des questions entre adultes, voilà, entre parents, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu jusqu'où on peut, enfin à ce stade, parce que je pense qu'il y a encore plein de trucs à mettre en place, à imaginer, mais des sciences participatives où on commence à détourner un petit peu plus le sujet, puisqu'on n'est plus dans de la donnée pour la recherche, on est vraiment dans des données conçues par la recherche, mais qui est d'abord pour ceux qui l'apprennent, qui la saisissent, des données pour comprendre, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, et puis partager aux autres. Voilà, ça c'était un petit peu le dernier exemple. Alors un petit mot sur cette unité de service donc, qui fait de l'accompagnement de projets. Donc tous ces projets que vous avez vus, on les a accompagnés, il y en a plein d'autres, dans toutes sortes de domaines. Et la particularité, c'est qu'on a même au sein de l'unité une équipe assez complète, une agence web internalisée assez complète, qui permet de faire toute cette conception, développement et maintenance et des sites de participation. Voilà. Et on travaille à la fois pour des chercheurs de nos tutelles, Muséum, Sorbonne Université, mais du monde entier. Et même pour le Santé Diabète, c'est une ONG, hein, on travaille même pour enfin, c'est pas besoin d'être, dès qu'il y a ce ressort de la donnée, avec un but structuré, partagé, la création de communautés, etc. Et donc on accumule un certain nombre d'expériences et voilà, c'est un peu notre méthode, comment on conçoit un projet, comment on part d'une question à résoudre commune et on va essayer de répondre à toutes ces questions pour mettre en place un projet de sciences participatives. Donc si ça vous intéresse, page de publicité. C'est tout. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de prendre 5-10 minutes de questions et puis on va passer à la dernière intervention de cette période. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment très intéressant. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur cette histoire des leçons. Passionnant, enfin voilà. Mais finalement, au musée d'histoire naturelle, ça sert à quoi? Je veux dire, vous avez montré une carte, des sites, voilà. Comment on transforme ça? Est-ce que ça vous sert d'un point de vue scientifique ou pas? Et du coup, quels sont les... parce que vous avez su vraiment très bien expliquer le fait qu'ils se forment eux-mêmes, il y a une formation par d'autres participants, etc. C'est vraiment passionnant. Mais est-ce que ces données, sous cette forme-là, sont vraiment utiles en tant que scientifique? Vous pouvez en faire quelque chose? Oui. Alors, c'est un petit cas particulier, Mission Hérisson, parce que le porteur, c'est la LPO, donc ce n'est pas un organisme de recherche. Malgré tout, on l'a conçu avec eux, avec la même exigence scientifique qu'on l'aurait fait si c'était des chercheurs qui étaient à l'origine. Et donc, moi, d'expérience, pour connaître un peu ce type de données, c'est des données qui sont particulièrement faciles à analyser en termes parce qu'on a justement, par rapport à d'autres données, c'est zéro, c'est-à-dire qu'on a, quand on ne voit pas de hérisson, on a quand même la donnée, un petit peu de biais, parce que on sait que probablement les participants, quand ils savent qu'il y a des hérissons, ils sont plus, ils sont plus prêts à participer que s'ils ne savent pas. Donc il y a des biais de distribution, mais qui sont assez bien faciles à mesurer, parce qu'on sait exactement où sont les jardins, et donc on peut faire de la post-stratification statistiquement pour reconstituer des gradients pour regarder comment ça varie dans le temps, dans l'espace, entre habitants, entre tout ça. Donc le potentiel est là. Très souvent, avec ce type de données, c'est souvent l'accumulation qui vont permettre de générer des nouvelles questions. On n'est pas dans forcément
la démarche hypothético-déductive classique, où on se pose une question, puis on met en place un dispositif pour y répondre. Il y a toujours ça un petit peu, mais il y a aussi l'effet, alors soit sérendipité, quand il y a des vraies surprises, soit simplement induction. C'est-à-dire que c'est les données qui vont poser les questions, qui vont permettre de poser des questions. Et parfois, de manière consciente ou inconsciente, explicite ou pas, via la manière dont les données sont collectées par les participants. On le voit dans celui que j'ai évoqué rapidement, Speeple, le suivi des insectes pollinisateurs, qui a une dizaine d'années de recul. Les participants dialoguent quasiment avec ce qu'ils appellent nos chercheurs. Il y a une forme de renversement. C'est plus nous qui demandons aux participants, c'est eux qui voilà, collectent des données parce qu'ils ont envie qu'on les analyse d'une telle ou telle manière sur tel ou tel gradient d'altitude, de phénologie, de plantes, de fleurs. Il y a plein de questions qui se posent. Donc ça devient assez vite, parce qu'elles sont structurées, parce qu'on a beaucoup d'informations sur la manière dont elles sont collectées, des mines d'or pour possible gold mine. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une observation de la typologie des personnes qui exercent le contrôle social, le contrôle qualité? Est-ce qu'il y a une observation qui est faite sur la façon dont ces personnes ont un effet moteur pour la communauté, ou à l'inverse un effet qui peut abîmer? Et la typologie des gens qui du coup font ce contrôle ont un petit peu le rôle d'animateur. Alors on a pas mal regardé, je dis on parce que on accumule pas beaucoup de chercheurs et de recherches et de types de recherches. Donc il y a des chercheurs en anthropologie notamment, ou en infocom, ou en sciences de gestion, qui ont regardé un petit peu les participants, ce qui se passe, ce qu'ils apprennent, ce type d'interaction, ce qui se passe dans les commentaires, notamment dans ce fameux Speeple, qui est un peu l'endroit où ça a le mieux marché, ces interactions. Donc j'ai peur de répondre, de dire des bêtises dans vos réponses, mais on a commencé à regarder ça. Ce qui est assez remarquable, c'est la bienveillance de ces réseaux, si on compare aux réseaux sociaux et à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des gens pénibles. Et en général, en fait, ça c'est mon interprétation, c'est tellement pas adapté aux trolls, ce type de réseau. Il n'y a pas d'algorithme pour les mettre devant. Voilà, c'est tellement inefficace d'aller faire les méchants ou dans ce type de réseau que, et puis il y a tellement de place ailleurs qu'on ne les attire pas. Hein. C'est vraiment... et c'est étonnant à quel point ils sont à la fois fermes, mais bienveillants avec les nouveaux, avec les débutants, parce qu'évidemment, quand on débute là-dedans, on fait plein d'erreurs. Puis même ceux qui ont beaucoup d'expérience sur des domaines complexes comme les insectes pollinisateurs, on continue à apprendre et à faire des erreurs, même après des années d'expérience. Donc, je n'ai pas bien répondu à la question, mais j'en ai profité. J'ai vu 2 mains qui se sont levées à 3. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse vite pour la prochaine intervention. Je vais aussi, je vais par ici. Merci. J'avais 2 questions, et éventuellement on peut échanger aussi pour notre temps de discussion, mais avoir ton avis sur 2 aspects qui m'intéressaient aussi avec ta présence aujourd'hui. La critique de l'échelle de Houllier, éventuellement, sur cette idée qui hiérarchiserait les modes de recherche participative, parce que je sais qu'on en a parlé rapidement, et avoir ton avis là-dessus, ça m'intéresse. Pourquoi le crowdfunding est peut-être réduit, en fait, dans une vision qui serait le premier niveau pour atteindre quelque chose de mieux. Et l'autre aspect, quelque chose qui j'aimerais qu'on explore, mais qui est encore difficile pour moi à appréhender du point de vue de l'ingénierie, de projet, et peut-être Mosaïque a un retour là-dessus, c'est ce que tu évoquais sur cette quantité de données qui ne sont pas forcément issues de questions de recherche, qui sont produites aussi par la participation, parce qu'on accorde une valeur à cette participation, à cette intelligence collective, tout ce que tu décrivais. Comment est-ce que, en plus, comment on fait le lien avec la science ouverte aussi à cet endroit, c'est-à-dire on a de plus en plus de données accessibles, comment on construit ou comment on fédère des dynamiques, cette fois, de recherche avec les participants pour non seulement voir émerger des nouvelles questions,
mais également produire de nouveaux savoirs qui auront non seulement la valeur sociale qu'ils ont dès le début, mais également une valeur de recherche. Souvent, on attend la plus-value pour la recherche. Et même nous, on a des conceptions déjà assez fermées, je dirais parfois, parce qu'on ne sait pas comment accompagner l'autre bout du scope. Oui. Bah, les deux questions sont un peu liées, parce que finalement, cet autre bout, c'est-à-dire comment jusqu'où peut aller la plus-value de la participation quand elle est organisée. Donc on voit là, il y a un focus et une attention particulière sur la qualité des données, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Et ça demande à la fois de l'envie d'explorer ça, les moyens de l'explorer, et puis et s'organiser pour que ça fonctionne, parce que c'est pas qu'une plateforme et une bonne idée, il y a aussi toute cette animation qui est essentielle. Et donc, l'ambition qu'on a, elle est souvent conditionnée par cette partie d'accompagnement. Donc, à mon avis, on est toujours au début du potentiel de ces démarches. Et je pense, enfin, dans ce que tu évoques sur tout ce qu'on peut faire en plus, ou tout le retour en plus que peut avoir ces communautés, qui sont... voilà, il y a ce potentiel. Et du coup, ça amène ça rejoint la première question, où je pense que cette perspective, quand on voit la richesse et la diversité de ce qui est produit par ces dispositifs qui pourtant commencent par un protocole et des participants qui collectent des données en suivant les consignes de la recherche, donc un niveau assez bas dans la participation, en fait ça produit des choses qui sont beaucoup plus riches que ce à quoi on peut s'attendre si on reste calé sur cette échelle. Et notamment dans des dispositifs qui vont finalement, où on a besoin des données pour se poser des bonnes questions, ou des sujets sur lesquels l'échelle ou ces niveaux, ils sont, à mon avis, à reconsidérer, à repenser. Parce que produire la donnée, c'est ça qui va conditionner tout le reste de la recherche, et y compris les questions qu'on peut se poser. Donc pour moi, c'est des directions différentes, des axes différents, avec des approfondissements différents, et j'aime pas trop les hiérarchiser à partir de ces fameux niveaux. On va prendre les deux dernières questions, et puis... Merci pour la présentation. Moi, je suis un peu chagrinée par les préconisations que vous faites de tout laisser faire aux citoyens tout seul. Autant on observe que c'est bien de faire du peer reviewing de données, parce qu'il y a des naturalistes qui sont des fois bien meilleurs que des enseignants-chercheurs en botanique ou quoi. Autant, si on pousse la logique plus loin, c'est presque un argumentaire pour s'auto-congratuler d'avoir plein de données citoyennes et plein d'investissements bénévoles à moindre coût pour des projets, pour des institutions. Donc c'est un peu gênant. Et moi, je suis plutôt du côté de Tela Botanica, donc des données botaniques. Et ce qu'on observe, c'est qu'au cours du temps, si on n'a pas vraiment d'animation de communauté, de production d'outils, de remobilisation des gens par des formations, on perd en fait des participants et on perd de l'intérêt, on perd des données au fil du temps. Est-ce que vous avez des exemples de programmes de sciences participatives qui implémentent vos préconisations et qui fonctionnent vraiment de façon croissante et qui augmentent d'année en année? Alors, il n'y en a aucun qui se passe d'animation. On n'a pas encore trouvé l'autonomisation de la participation par rapport sans animation. Oui, le SPIPOL, toujours, celui, donc 2010, le lancement, et on continue à augmenter la participation. Malgré des changements technologiques, malgré des refontes de sites web, malgré... voilà. Et notamment l'introduction de la validation par les participants a boosté la participation, alors que ça aurait pu, pu changer. Ça a été assez spectaculaire, au bout de
de quelques mois donc de validation par tout le monde, plutôt que réserver ça aux experts. Les plus engagés dans la validation sont allés revalider les 400 000 photos des premières années. Donc il y a eu un travail qu'on n'imaginait pas, on n'anticipait pas qui s'est mis en place. Donc ça peut marcher avec un niveau d'animation constant, hein, il en faut toujours. Et voilà. Après, moi, de mon point de vue, il faut concevoir le dispositif pour qu'il soit le plus efficace par rapport aux intérêts de toutes les parties prenantes, y compris, et à commencer plutôt par la recherche. Il faut que les données elles correspondent à les besoins de la recherche, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et nos préconisations, elles tendent à maximiser les intérêts des deux. C'est-à-dire le contrôle qualité que ça peut procurer et en même temps l'engagement que ça peut donner dans le dispositif de la part des participants. Je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais... On va prendre la dernière question et puis passer à la dernière intervention. Merci. Je travaille au service avancé à la recherche de la direction du numérique. Et moi, ce qui m'intéresse c'est une bonne introduction parce que moi, la dernière question. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, donc il y a de la captation d'informations qui sont faites, j'imagine, par les interfaces web ou autres. Est-ce que, et nous, ce qu'on voit avec le recul, c'est que, déjà, une fois qu'un projet n'est plus porté, c'est-à-dire, malheureusement, les développements ne sont plus faits, c'est une façon de tuer la communauté. Il y a aussi l'idée que l'outil façonne la communauté autant que la communauté façonne l'outil. Et donc, du coup, est-ce que dans les démarches d'open science, est-ce qu'il y a l'implication finalement possible de la communauté, en sens, est-ce que c'est de l'open data qui peut être, est-ce que les utilisateurs peuvent faire des propositions sur les interfaces, comment elles sont implémentées, est-ce qu'ils peuvent participer, est-ce qu'ils ont accès au code, voilà, Alors, de manière, finalement, beaucoup de questions. Collectif que vous aviez dans la saisie, vous pouvez récupérer aussi dans l'ingénierie. Oui. Alors, une petite précision technique, j'en profite, c'est que du coup, cette unité de service, comme elle développe plein de sites, elle arrive à mutualiser la maintenance des sites qu'on développe. Hein, donc ça, c'est une sorte de service émergent, d'avoir quelque chose de centralisé comme ça, qui n'est pas anodin. Toutes ces fonctionnalités, hein, c'est un petit peu la même réponse qu'à Mélodie, toutes ces fonctionnalités, elles sont possibles, c'est-à-dire ouvrir les données, avoir des interfaces d'analyse collaborative ou interactive, etc. Mais ça demande de l'animation derrière, alors des moyens pour les développer, de l'animation aussi, et surtout. C'est-à-dire que ouvrir, promettre ou permettre de poser des questions ou de réagir ou de faire des suggestions, s'il y a pas si on ne suit pas, si l'intendant ne suit pas, on déçoit et c'est pire que si on n'avait rien fait. Et donc ça, c'est un point vraiment c'est les moyens qu'on va d'accompagnement. Une fois qu'on a la bonne idée, qu'on la met en place, il faut l'accompagner. Et s'il n'y a pas cet accompagnement, il faut mieux pas s'y lancer, pour pas qu'on ait cet effet déception et de site qui tombe parce qu'il n'y a plus personne derrière. Oui, mais enfin, je parlais du fait d'externaliser, de laisser les communautés créer des outils. Oui. C'est intéressant. Il y a des vrais résultats. Oui. OpenFoundFact, c'est une petite boîte quand même. Enfin, ils ont quand même aussi des informaticiens et ils développent. Je vais devoir raconter cette échange.